Salut tout le monde, bienvenue au balado Prof Ma Fierté. Aujourd'hui, un balado un peu différent. On est ensemble, Catherine. On est seul parce que tu seras mon invité aujourd'hui. Ben oui, c'est un beau privilège. Non, mais je suis vraiment content de t'en parler parce que j'ai vraiment l'impression qu'on arrive un peu dans ta spécialité. Parce que tu en fais des congrès, tu en fais des formations, tu l'enseignes également. Je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on a abordé l'idée de faire un balado de Prof Ma Fierté, on a été questionner les gens, les enseignantes, les enseignants, de quoi vous aimeriez qu'on parle, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde, les sujets, les thématiques. Il y a un sujet qui revenait souvent, c'est souvent être désemparé devant des jeunes en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune en difficulté? Comment intervenir? Comment se sentir compétent? Comment l'aider en tant qu'enseignante et enseignant à mieux évoluer, à le former? Oui, exactement. Donc, tu sais, en difficulté, bon, il y a des difficultés d'apprentissage puis de comportement. Oui. Là, ce qui est ressorti davantage, c'était les difficultés comportementales. Exact. Puis moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis vraiment longtemps, là. Tu sais, même quand je travaillais dans les camps de jour, je suis très sensible à ces enfants que j'ai dit en souffrance. Parce qu'il faut savoir que ces enfants-là m'ont manifesté des comportements difficiles, mais c'est vraiment pour exprimer une souffrance, un mal-être, un malaise, puis ils n'ont pas la maturité pour l'exprimer de façon adéquate. Mais moi, je t'ai connu, puis il y a eu un avant puis un après ta formation, puis j'ai vu que ça a tout changé. On va en parler aujourd'hui. Je t'arrête parce que j'ai l'impression que tu en as beaucoup à dire. Oui, énormément, énormément. Bon balado, tout le monde. Oui, bon balado. Catherine, déjà dans l'intro, il a fallu que je te freine un peu parce que je sens à quel point c'est un sujet qui t'interpelle. J'ai l'impression que c'est un sujet qui interpelle également plusieurs personnes parce que on en parle de plus en plus. La charge est difficile pour les enseignantes et les enseignants. Et souvent, moi, ce que j'ai entendu dire quand je me promenais, évidemment, pour parler avec les profs un peu partout au Québec, il y a beaucoup de profs qui me disaient, des fois, j'ai l'impression de passer moins de temps à enseigner, de faire de plus en plus de gestion de classe. C'est pas la même chose, enseigner et faire de la gestion de classe. Puis aujourd'hui, on va parler des comportements difficiles. Oui. Est-ce que c'est le bon terme? Bien, il y a plusieurs appellations. Des fois, on va dire, les difficultés comportementales, la gestion des comportements difficiles, des élèves en souffrance. Une chose est sûre, c'est que l'enfant qui est devant vous ne va pas bien. Donc, c'est vraiment un cri de souffrance. Puis, moi, il y a quelque chose, un mantra qui a changé vraiment ma vie, c'est d'aller voir en dessous des comportements. Ah, ça, je trouve ça intéressant. Moi, ça a changé la mienne aussi, parce que tu m'as contaminé avec mes enfants. Nos enfants. Ah oui, aujourd'hui, la spécialiste, donc c'est mes enfants à moi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, je veux juste revenir sur le début quand tu parles des enfants en souffrance. Je trouve que ça change notre perception. Parce que moi, aujourd'hui, je vais te parler en tant que parent, puis des fois, ça m'arrivait de te dire, là, Alfred ou Agnès me cherchent. Puis tu me reprenais. Tu me disais, ils te cherchent pas. Parce que des fois, j'ai l'impression aussi, c'est le vocabulaire que j'aurais eu. Moi, j'ai l'impression que cet élève-là, il cherche le prof. Mais il faut savoir, puis je pense que la prémisse de cet épisode-là, c'est de se dire, on agit vraiment au meilleur de nos connaissances. On va agir d'une certaine façon en pensant que c'est la bonne chose, ou des fois, on va se fier à nos expériences passées ou comment on a été élevé. Donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de jugement par rapport à notre façon d'agir ou quoi que ce soit, parce que, vous allez voir que peut-être qu'il y a des choses, suite à l'écoute de ce balado-là, qui vont changer ou qui vont évoluer ou que vous allez vouloir bonifier dans votre pratique. Mais il n'y a pas de recette magique. Vraiment pas. Mais le fait d'aller voir en dessous du comportement nous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'élève. Puis quand on dit aller voir en dessous du comportement, c'est de prendre en compte plusieurs facteurs. Tu sais, je pense notamment un des facteurs, sans s'étaler, mais il y a l'immaturité du cerveau, du sens que l'enfant qui est devant nous est en développement. Son cerveau se développe. Donc, c'est sûr que par moment, l'enfant va agir d'une certaine façon, puis des fois, on va nous entendre dire, puis même moi, je me le dis là, dans ma tête, hey, voyons, c'est donc bien bébé. Voir qui fait ça. Hein? Mais ça, c'est parce que son cerveau est en développement, puis c'est à nous, à l'adulte, de l'accueillir, de l'accompagner, puis à lui montrer les choses à faire, donc à modéliser auprès de cet enfant
enfants-là. Puis, des fois, il y a le facteur aussi qui rentre en ligne de compte, c'est le facteur scolaire, le facteur au niveau de l'attachement avec l'adulte aussi. Un enfant, il faut savoir qu'un enfant qui n'est pas attaché à un adulte, va manifester fort probablement des comportements difficiles. Parce que pour qu'un élève apprenne de façon efficiente, doit s'attacher au prof, doit avoir confiance au prof qui est devant lui. Sinon, l'enfant va s'en foutre assurément. Là. Puis, comme adulte aussi, du sens que nous, quand on va suivre de la formation ou quand il y a une personne qui est devant nous, pour qu'on absorbe ce qui est dit, pour qu'on assimile, ça prend une certaine confiance qu'on a envers l'adulte qui est devant nous. Donc, le lien est primordial avec l'enfant. Il faut prendre le temps de le développer avant de tomber dans les apprentissages. Mais il y a de quoi qui me frappe toujours. Puis, tu sais, moi, j'ai moins connu ça, moi, dans mon enfance, tu sais, de parler d'un enfant en souffrance. Fait que moi, j'ai évidemment appliqué ce que j'ai connu par rapport à mes parents. Puis, tu sais, je trouve ça toujours intéressant ce que tu dis. Tu sais, on a fait ce qu'on peut avec ce qu'on avait, dans le sens de à ce moment-là. Mais moi, il y avait beaucoup de va dans ta chambre ou là, fais pas telle affaire. Ou, tu sais, fait que moi, c'est ce que je voulais faire aussi avec les enfants. Puis, quand tu parles d'un enfant en souffrance, je trouve que ça change ta vision de la patente. Parce que quand tu parles d'un enfant en souffrance, mettons, là, le meilleur exemple, c'est la différence entre un enfant en crise et un enfant qui fait une crise. Qui se retrouve en crise. Qui se retrouve en crise. Mais quand tu parles de souffrance, pour moi, la différence, c'est je me mets en mode, en tant que papa, comment je peux l'aider? Puis avant, j'étais... Je veux qu'il arrête de crier. Je veux qu'il s'assoie. Je veux qu'il arrête de donner des coups. J'étais dans l'arrêt du comportement. Moi, des fois, on va entendre l'expression, on va casser le comportement. Oui, mais OK. Mais est-ce qu'on casse un enfant, oui ou non? Non. OK. Non, on casse pas les enfants. Mais non, mais pas littéralement. Non, non, pas ça, littéralement, mais même ces propos-là, je trouve ça violent de dire ça, qu'on va casser un enfant. On va accompagner un enfant, on va le soutenir. Puis, tu parlais, justement... par rapport à ces enfants-là, il faut prendre en considération leur tempête émotionnelle. Tantôt, on parlait que leur cerveau est en développement. Bien, c'est sûr que des fois, leurs réactions sont démesurées. Il y a de l'impulsivité aussi, il y a l'inhibition aussi. Il y a tellement plein de facteurs à prendre en compte. Puis des fois, faut pas oublier que c'est nous, l'adulte. Puis c'est eux, les enfants. Puis c'est à nous, comme adultes, de les accompagner. Puis des fois, là, c'est vrai que ça vient nous chercher, là, assurément. Là, de mon côté, en classe, oui, il y a des comportements qui vont venir davantage me chercher, notamment la passivité. Moi, un élève qui fait rien, là... Oh my God. Par contre, un élève qui me lance des chaises ou qui m'envoie promener, ça, là, ça me va. Là. Mais un élève qui est passif devant moi, je trouve ça difficile. Des fois, ce que je trouve intéressant, c'est de se questionner, pourquoi ça vient autant m'affecter? Parce que dans le milieu, quand on va discuter avec nos collègues, il y a des comportements qui viennent nous chercher plus que d'autres. Puis des fois, c'est lié à notre passé. Moi, je me suis rappelé que c'était lié à mon père, notamment, du sens que la passivité pouvait arriver des moments où est-ce qu'il pouvait ne pas parler pendant plusieurs heures. De l'ignorance. De l'ignorance, exactement. Puis je me suis rendu compte que mes élèves, quand ils reproduisaient ce comportement-là, c'est ce qui se passait inconsciemment. Bon, là, maintenant, d'en avoir pris conscience, là, je sais que je peux agir. Ça m'amène ailleurs, exactement. Ça vient autant me chercher, mais je suis capable de faire la part des choses maintenant. Fait que des fois, ça vaut la peine de se questionner. Pourquoi ça vient autant me chercher, cet élève-là? Puis des fois, il y a le sentiment d'impuissance aussi. Là, on se dit, qu'est-ce que je peux faire avec cet élève-là? Ou des fois, on a l'impression de dire, mon Dieu, j'ai tout fait. Mais je pense que c'est quand on parle d'aller voir en dessous des comportements, c'est tenir compte aussi des besoins des élèves, de se questionner. C'est quoi son besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour lui venir en aide? Puis, moi, des fois, je vais réfléchir à, il y a différents besoins. Là, on peut reprendre la pyramide, par exemple, de Maslow. Physiologique, affection. Il y en a plusieurs. Puis, des fois, de se questionner, je réponds pas à ce besoin-là. Puis, l'élève n'a pas la maturité pour être capable de dire, là, c'est mon besoin de pouvoir en ce moment que j'ai besoin de satisfaire. Ouais. Puis moi, j'aime ça, jazzer mes interventions. Là. Moi, c'est un terme que j'utilise beaucoup, là, de faire preuve de créativité puis d'aller répondre à ce besoin-là. Puis, par exemple, est arrivé il y a quelques années une situation, j'ai un élève, je suis en lecture interactive, puis il y a un élève qui ne comprend pas un certain passage. Puis moi, je décide de me servir de ça de façon bienveillante en disant, regardez comme c'est intéressant ici, on ne saisit pas ce passage-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, les copains, quand on a un bris de compréhension? Fait que là, on vient à expliquer les stratégies. Quelques instants plus tard, cet élève-là se met à bardasser.
montrer son insatisfaction. Puis là, je me dis, OK, j'ai visiblement touché une corde sensible. Puis, j'ai fait un retour avec cet élève-là. Puis, en fait, ce qui était atteint à ce moment-là, c'est son sentiment de compétence. Cet élève-là ne se sentait pas compétent parce que j'avais nommé devant les autres élèves qui avaient eu de la difficulté à retenir ce passage-là. Puis de mon côté, on a eu comme une discussion. Au début, il était fermé. Puis il était comme, moi, je pleure pas. Puis parce que je lui disais, moi, je trouve que tu as des yeux larmoyants en ce moment. Tu sais, tes yeux sont vitreux. Ben moi, je pleure pas. Je fais, ben, tu as le droit de ne pas pleurer, mais je veux que tu saches qu'ici, c'est une zone de sécurité. Tu peux me faire confiance. Je peux être ton contenant si tu veux pleurer. Tu peux déposer tes larmes dans mes mains. Non, moi, je pleure pas. Puis ça reste comme ça. Puis, je lui ai juste nommé. Moi, je crois qu'en ce moment, ce qui t'a atteint, c'est le fait que je t'ai repris par rapport à ton incompréhension. Sache que je l'ai fait de mon côté de façon respectueuse. Bon, puis au début, il était fermé, puis la discussion en est restée là, puis on est revenu... c'est lui qui est revenu me voir sur l'heure du dîner avec son éducatrice de service de garde, puis on a poussé un petit peu plus la conversation, puis il était davantage disponible également, puis il s'est mis à pleurer à un moment donné. Vraiment. On avait mis le doigt sur ce qui se passait. Fait que l'élève manifestait vraiment un inconfort, un malaise face à la situation, mais le fait d'avoir pris le temps, d'avoir vraiment être allé voir en dessous du comportement a fait une différence. Puis tu sais, cet élève-là, une fois qu'on sait qu'on comprend son besoin, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire nécessairement à chaque jour, mais quand l'élève, justement, fait ce genre d'intervention, je trouve qu'on répond notamment au besoin d'être vu, d'être entendu puis d'être reconnu. Donc, on cherche à savoir. Puis des fois, de nommer quelque chose comme... Tu parlais d'immaturité émotive, mais lui, peut-être qu'à ce moment-là, il savait pas ce qu'il vivait. Puis même nous, des fois, exactement. en tant qu'adultes, on le sait là, tu fais « Hey, je suis fâché, je suis pas de bonne humeur. » Puis là, tu creuses un peu, tu as un peu de recul. Puis là, tu fais « Je suis pas fâché, je suis anxieux, je suis insécure, je sais pas ce qui va arriver. » Puis en tant qu'adulte de notre âge, fait que j'imagine quand ça arrive avec les jeunes, juste avant qu'on poursuive, je veux quand même mettre de quoi au clair. Parce que nous, notre but, évidemment, c'est de normaliser les affaires, puis des fois, de vous donner des pistes de solutions, ainsi de suite. Mais il n'y a rien de magique. Pas du tout. Puis tu donnes des formations, tu t'en parles dans des congrès, tu donnes aussi t'enseignes à la maîtrise avec les gestions de comportements difficiles, puis la gestion de classe. Et malgré tout, dis-moi si je me trompe, il y a encore des fois où tu fais hey, là, je sais pas quoi faire, ou là, j'ai peut-être pas fait une bonne intervention. Dans le sens Totalement. que faut pas penser qu'il y a une recette puis se mettre une pression. Moi, je pense que c'est des pistes de solutions, comme tu dis, hey, le voir en souffrance plutôt que de vouloir d'être réactif, mettons. Oui, puis c'est drôle que tu parles de réactivité parce que c'est quelque chose que, en fait, en début de carrière, j'étais dans la réactivité. Parce que le premier réflexe de tout adulte, c'est vraiment d'aller éliminer le comportement. C'est comme plus fort que nous. C'est ça qu'on cherche à faire, l'éliminer, l'enrayer. Mais quand on doit tenter de le comprendre. Puis... c'est ça, en début de carrière, quand il y avait un comportement qui me dérangeait, bien, tout de suite, j'intervenais. Tout de suite, je voulais que ça cesse. Puis des fois, je ne prenais pas le temps de réfléchir. Puis on oublie que des fois qu'on a le droit de réfléchir, de se questionner. Hey, pourquoi? Puis moi, des fois, ça m'amène dans mes interventions de dire à mes élèves, hey, là, pour le moment, là, je ne suis pas prête à intervenir, mais je vais intervenir. Puis mes élèves le savent. Là. Quand Mme Catherine le dit, là, c'est parce que... Ça se prépare. Ça se prépare. Là. Puis des fois, je leur dis, là, je suis trop dans mon émotivité. Ça ne servira à rien de faire cette intervention-là. Je vais y revenir. Mais sache qu'en ce moment, ce que tu as fait, c'est inacceptable. Ça passe pas. Fait que tu établis quand même tes limites. J'établis mes limites, exactement. Puis je vais revenir après ça près de cet élève-là. Fait que, tu sais, il y a eu une évolution par rapport à mes interventions aussi. Puis, tu sais, tu nommais, on n'est pas parfait. Là. Ça m'arrive encore aujourd'hui de me questionner sur mes interventions ou de me dire « Hey, là, pour vrai, je l'ai échappé, celle-là. » Mais c'est quelque chose que j'ai appris, c'est qu'on a le droit à l'erreur, puis on a surtout la capacité de réparer, c'est-à-dire de revenir sur notre intervention. Puis ça, je trouve que ça fait une différence chez nos élèves, de faire preuve d'humilité, de leur dire « Hey, vous savez quoi, Madame Catherine, là? C'était pas l'intervention appropriée en ce moment-là, mais je vais vous dire comment j'aurais dû agir et comment je vais agir la prochaine fois aussi. » Moi, à cause de toi, j'ai commencé à m'excuser aussi avec mes enfants. C'est vrai. Avec nos enfants. Ouais. Tu sais, puis je le vois, puis des fois, je suis comme, hey, là, j'ai dit telle affaire, c'était pas la bonne façon, j'ai levé le ton, je suis désolé. Tu sais, hey, c'est pas la bonne chose. Puis je le vois dans les yeux de nos enfants, la différence que ça fait. Je veux quand même te ramener au début. Je pense que quand tu veux prendre soin de l'enfant, tu parlais du lien au début. Oui. Là, maintenant, tu as cette
façon de voir les choses, de hey, cet enfant-là est en souffrance, comment je peux l'aider, voir le besoin sous-jacent. Ça a l'air de quoi ton début d'année maintenant? Bien, le début d'année, c'est sûr que ça ressemble un peu au balado qu'on a vu avec Andréane Larocque par rapport au lien d'attachement. Du sens que moi, je considère le mois de septembre vraiment comme le mois de l'attachement. Donc, on prend le temps ensemble de faire des activités des fois ludiques. Là, c'est sûr que moi, je suis au primaire. Hein? Primaire, c'est plus facile de faire le lien des fois que... Oui, mais bien qu'au secondaire, je pense aux écoles avoisinantes de mon secteur, ce que je trouve beau, ce qui se fait, c'est qu'en début d'année, pour les secondaires 1 notamment, on fait des rallyes dans l'école pour trouver la bibliothèque. Oui. Il y a aussi un concours par rapport au cadenas, comment débarrer son cadenas. Ça, je trouve ça vraiment magnifique parce que faut savoir que les élèves en début d'année, là, peu importe le niveau, que ce soit des ados ou des petits-enfants, bien, il y a un sentiment ici d'imprévisibilité, là, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Je comprends. Ah, c'est qui mon enseignant, mon enseignante? Clairement, là, peu importe dans quel milieu les enfants se trouvent, que ça soit un milieu sécure ou insécure, on vit plein d'émotions face à la rentrée scolaire. Fait que je pense que c'est essentiel de penser à des activités comme ça qui vont rassembler, on va prendre le temps d'apprendre à connaître les enfants sans non plus, tu sais, moi j'ai toujours une petite pensée aussi, c'est pas le festival de dire qui a fait le plus d'activités cet été, là. Je comprends. Parce que, bon, c'est pas tous les enfants qui peuvent en bénéficier en fonction de leur famille aussi. Fait qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais, tu sais, de créer un sentiment vraiment là, de communauté, d'appartenance ici, en ayant justement des petites activités ludiques. Puis, c'est pas de s'ajouter des choses dans sa planification, mais ça pourrait être, par exemple, de dire, comme là, récemment, avec mes élèves, je disais, vous avez tellement bien travaillé qu'on s'en va à la récréation 10 minutes plus tôt. Ça, c'était hot. Hey, c'était le bonheur. C'était le bonheur. Juste comme ça, ici, tu sais, comme ça. Ça va super bien. Let's go. On sort à l'extérieur. Je connais la réponse, mais je vais quand même te poser la question. Tu sais, au début, tu crées ce lien-là. Tu es moins dans l'enseignement. Tu es plus dans la découverte de leurs forces, leurs faiblesses, les faire sentir sécures, les faire sentir vus et entendus. Et tu es moins dans l'enseignement didactique. Oui. Mais tout ce temps-là que tu prends, à quel point ça va influencer l'efficacité de tes interventions? Ah, c'est exponentiel, là, du sens que c'est sûr que de prendre ce temps-là, d'avoir des balises qui sont claires, puis c'est là un moment aussi où est-ce que je mets mes limites. Donc, tu sais, on a ce qu'on appelle la saine autorité, saine fermeté. Mettre un cadre, mettre des limites, avoir des routines aussi dans la classe, puis c'est ça qu'on va modéliser. Puis, tu sais, j'en fais là, de la pédagogie, mais ça va être sous forme de routine. Ah, une phrase du jour. Ah, ici, un petit jogging d'écriture ou, une lecture interactive. On va ici installer, implanter peu à peu nos différents dispositifs pour que nos élèves sachent comment on fonctionne. Par exemple, moi, en mathématiques, quand on fait une tâche déconstruite, par exemple, voici mes étapes, voici la procédure. Il va y avoir des explications qui vont être données, puis toutes ces explications-là vont atténuer l'anxiété, vont apaiser notamment les élèves et ce qui va créer aussi une diminution des comportements difficiles. Parce que des fois, en début d'année, les élèves qui réagissent, c'est parce qu'ils ne sont pas attachés à leur milieu. Mais à quel point, mettons, on l'oublie que c'est beaucoup pour un enfant arriver dans une nouvelle classe avec un nouveau ou une nouvelle prof, avec des amis, des fois pas des amis, des fois une nouvelle école. C'est chamboulant, là. Oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que cette prise de conscience-là, c'est fait notamment avec nos enfants. Ouais. Vraiment, comme prof, avant d'avoir des enfants, je me disais, la rentrée scolaire, oui, c'est gros pour les enfants, mais de le vivre comme parent, tu dis, aïe, aïe, OK, on a beau avoir des enfants qui sont emballés, qui aiment aller à l'école, vient avec des insécurités. Je pense à notre beau Alfred, qui a beaucoup de traits d'hypersensibilité, qui, là, lui, dit, là, ça va être pareil comme l'année passée. Là, moi, ce que je suis avec mon amie Jeanne, le local. C'est où mon bureau? C'est ça, c'est où mon bureau? Tu dis, aïe, 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 OK. Puis, il y a différents types d'enfants, des enfants qui vont réagir à l'école, qui vont vivre leur tempête émotionnelle. Puis, il y a d'autres enfants qui vont le vivre à la maison. Ah oui. Moi, j'ai été un paratonnerre pendant 3 mois. Ah oui. J'allais chercher Alfred à l'école, puis il explosait. Puis là, tu me disais, c'est parce que le lien est fort. Puis là, j'étais quand je m'en sac, que le lien est fort. Il crie après moi à l'école. Mais ça m'amène à ma prochaine question parce que moi, je pense qu'il faut être super honnête parce que je pense qu'il y a des profs et des parents qui nous écoutent. On a été confrontés, mais on n'était pas d'accord sur la manière
d'intervenir avec nos enfants. Tu es arrivé avec ce cours-là avec beaucoup de douceur, aller voir derrière le comportement. Tu me disais, il est pas fâché contre toi, il te cherche pas, il est là, il est dans l'inconnu, il est stressé. Puis là, j'étais comme, non, moi, je pense que tu manques de fermeté. Puis il y a peut-être des gens qui pensent ça, puis qui font, tu réponds quoi à ceux, puis comme moi, qui te l'ont reproché d'être trop molle, de faire, il crie, j'y ferai pas un câlin à mon gars, il crie en ce moment. Ou oui, je vais y enlever la tablette ou la télé parce qu'il crie. Oui, je vais le coucher parce qu'il crie. Non, je dirais pas, viens, je suis là pour toi. Avec le temps, j'ai vu l'efficacité. Ça a changé le papa que je suis, puis je suis content. Mais tu dis quoi à tous ces gens-là qui font, non, t'es trop molle, c'est pas de même que ça se passe, faut que tu sois plus ferme. C'est bien dit avec fermeté, ça aussi. Oui, non, mais je comprends parce qu'on s'est vraiment chicané. Ça a vraiment existé, ça. Puis je sais qu'il y a des profs qui font non, moi, ça fonctionne pas. Puis peut-être qu'ils nous écoutent, puis ils font hey, si elle vient dans ma classe, puis qu'elle fait face aux élèves que j'ai, ça marchera pas. Ben, d'abord, je pense qu'il faut y croire. Puis moi, j'aime beaucoup mon petit triangle que j'appelle. Donc, d'abord, il y a l'empathie. Prendre soin, pas prendre soin des autres, pardon, mais l'empathie, c'est-à-dire, on va se mettre dans la peau de notre élève. Ouais. On va tenter de comprendre ses émotions, mais sans porter le fardeau des émotions de l'élève, pour pas qu'on s'en rende malade non plus. Il faut être capable de mettre en perspective. On a également la bienveillance, donc prendre soin de l'autre. Puis, on a la saine fermeté puis la saine autorité. Mes élèves, même si je n'ose pas le ton, connaissent mes limites. Puis, moi, j'ai pour mentalité que plus on hausse le ton, plus on vient à crier, bien, l'élève, ça peut amener une escalade également de comportement. Tandis qu'un élève, quand on va s'exprimer avec une voix qui est calme mais ferme, l'élève, à un moment donné, il n'y a plus d'autre choix que de baisser le volume également aussi. Ça peut prendre plusieurs minutes, mais un adulte qui répond de façon calme et ferme, bien, c'est sûr qu'on n'entre pas dans la tempête émotionnelle de l'élève, puis on est en contrôle. Il y a ce qu'on appelle la solidité professionnelle. De dire, hey, moi, c'est moi le guide, c'est moi le contenant, c'est moi qui accueille tout ça, là, puis moi, je sais où est-ce que tu t'en vas. Puis, avec mes élèves, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est l'adulte qui décide. Je décide. Mais tout est des fois dans comment qu'on va contourner ça. Par exemple, un élève qui a besoin de pouvoir. Des fois, il va me dire, là, je donne un exemple. Moi, c'est parce que j'ai besoin de faire telle chose. Bon. Puis on sait que ça peut mener des fois à un dérapement, ça va mener à d'autres comportements difficiles. Puis, des fois, moi, ce que je peux faire, c'est, OK, je comprends. Alors, je décide que je vais le remettre au jeu. Puis je prends la décision. Pour lui montrer aussi sa place, du sens que je suis l'adulte en confiance qui est devant la classe, c'est moi le guide, et toi, tu es l'élève qui, apprend à faire aussi confiance à l'adulte, mais tu dois me voir comme un allié. Je vais dans cette optique-là. Puis, moi, avec mes élèves, tantôt, le monde dit est-ce que c'est être molle ou pas du tout. Des fois, ça va être de recadrer, de modéliser. Moi, j'aime beaucoup enseigner les comportements qu'on veut. Toi, là, quand tu es dans ta classe là, puis que tu fais la routine du matin, tu t'attends à quoi? Ouais. Ne rien prendre pour acquis. Moi, en 6e année, même en début d'année scolaire, je revois tout. On revoit comment prendre un rang, comment s'asseoir sur une chaise, comment s'asseoir en place flexible. Parce que, moi, je suis dans une classe où ils peuvent choisir aussi leurs différentes positions là, pour écouter. Comment qu'on se déplace dans l'école, comment qu'on se comporte Je revois tout. Est-ce qu'en même temps, ça établit... Tu parlais de ta routine, là, mais ça établit à moi, je vois, c'est ce que je veux, voici clairement, mettons, le chemin à prendre. Ben oui, puis en même temps, après ça, il n'y a pas de zone grise. Les élèves savent qu'est-ce que je veux. C'est clair, c'est dit. Puis des fois, là, on va recadrer. Ah, tu te rappelles la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça? Oui, alors c'est ça, ça l'a pas changé. Puis je pense que la cohérence est importante ici. Puis je pense qu'en équipe école aussi, c'est important d'avoir cette cohérence-là pour qu'on ait vraiment tout dans la même direction. Parce que... Quand tu parles de cohérence, ça veut dire d'avoir les mêmes limites. Ce qui n'est pas acceptable pour une classe, ne l'est pas pour l'autre aussi. En fait, là, des fois, il y a des limites que je peux comprendre qui diffèrent d'une personne à une autre, du sens que... Là, je vais donner un exemple, là, mais moi, je sais que quand j'enseigne, je ne tolère pas qu'on se lève debout à tout bout de champ. Okay. Parce que
moi, des fois, j'ai un déficit d'attention. Fait que là, je vais être portée à regarder la personne qui marche. Puis là, ça devient bien trop compliqué. Puis là, je me pose bien trop de questions sur pourquoi elle jette ça dans la poubelle puis pas dans le recyclage. Oui. Mais ça, moi, j'explique ça à mes élèves. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui est établi. OK, mais pourquoi j'exige ça? Je l'explique. Puis mes élèves le comprennent, mais je sais que dans une autre classe, cette limite-là, il y en a des enseignants là, que ça leur dérange pas. Puis c'est correct aussi. Puis c'est ça qui est intéressant au primaire, secondaire, c'est que les élèves ont à s'adapter d'une personne à l'autre. Puis c'est pour ça que c'est important de développer le lien avec les différents adultes. Ouais. Parce que, bon, si le lien n'est pas là, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une manifestation des comportements difficiles. Tu sais, moi, évidemment, ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique avec mes enfants parce que je me rappelle, Agnès, elle écoutait quand même bien. Alfred, des fois, il était un peu plus confrontant. Puis des fois, je levais le ton avec Alfred. Puis à un moment donné, j'étais complètement dépourvu parce que je levais le ton. Il levait le ton encore plus fort. Moi aussi. Puis à un moment donné, j'étais comme... On va se rendre jusqu'où? Puis là, j'étais comme, au moins, Agnès, elle écoute. Puis pour me rendre compte, puis ça, c'est de quoi qui m'a fait de la peine en tant que papa, mais que quand je levais le ton, elle s'écrasait. Fait que là, j'étais comme, hey, moi, je lève le ton. Avec mon gars, c'est une escalade. Avec ma fille, elle s'éteint. Puis j'ai fait, mais mon Dieu, je fais quoi? T'sais? C'est tellement difficile. Puis je me rappelle, tu m'avais dit, ben propose-leur un câlin. J'étais comme, Catherine... Bien évidemment, parce que c'est mes enfants, là, on parle pas de faire ça avec les élèves, mais je suis comme, je proposerais pas un câlin quand mon gars crie après moi. Puis tu m'avais dit, voilà, on parlait de tempête émotionnelle, voilà comme il est en train un peu de se noyer. Puis je me rappelle, veux-tu un câlin, veux-tu un câlin? Puis la première fois qu'il m'a dit oui, j'ai fait, oh mon Dieu. J'étais un peu fâché que tu aies raison, ça c'est dit. mais il est venu dans mes bras, il cherchait vraiment quelque chose à s'accrocher. Puis j'ai l'impression que dans la manière que tu parles, dans la manière que tu t'adresses aux enfants, dans la manière que tu leur jases, je pense que les enfants, ils sentent aussi un énorme respect. Ah, énormément. Oui, assurément. Puis je pense que c'est important d'avoir du respect pour ses élèves. Puis tu sais, tu parles de tempête émotionnelle. Tu sais, quand un élève est en tempête émotionnelle, c'est pas le temps d'intervenir. C'est pas le temps de donner une conséquence. L'élève, il est pas disponible. Ça vaut la peine d'attendre. La conséquence, il y en aura une. Un geste de réparation, bon, on va être en mode solution pour ce qui est arrivé. Mais des fois, je pense que comme professionnel de l'éducation, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se règle en 5 minutes. Je sais que des fois, on a l'horaire, puis on se dit, ah, ben là, si ça, j'ai des choses à faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une intervention sur 3 jours avec un élève qui n'était pas le mien. Puis, on est allé vraiment graduellement. Mais tu sais, quand un élève n'est pas disponible, ça ne sert à rien de le forcer. Tu sais, moi, forcer des excuses, c'est non. Ça ne marche pas. Un élève, c'est important que l'élève soit disposé, soit apaisé, puis qu'on ait accès à son cœur. Parce qu'un élève, moi, j'aime bien ça dire mes petits cactus, là. Les élèves, je les vois vraiment comme des petits cactus, du sens que les cactus, ça a des petites épines. Bien, moi, comme adulte, moi, mon but, c'est que ces petites épines-là se ramollissent pour qu'on ait accès à leur cœur. Fait que quand l'élève est en tempête émotionnelle, les épines sont là. C'est pas le temps là, de dire, là, tu vas t'excuser parce que c'est pas approprié. C'est vrai que c'est pas approprié. Mais c'est pas approprié non plus de demander des excuses en ce moment. Il faut prendre son temps. Puis des fois, quand un élève est dans une tempête émotionnelle, je vais le nommer. Là, en ce moment, tu es fâché parce que, là, je vais mentaliser. Ça veut dire mettre des mots sur le ressenti de l'enfant. Puis je vais dire, bon, on va régler ça plus tard. Je vais revenir te voir. Des fois, puis c'est à l'adulte aussi de revenir voir l'enfant. Parce que l'enfant, là, moi, je dis toujours que la place d'un élève, c'est dans la classe. Assurément. Des fois, il va arriver des situations où est-ce que l'élève, va aller au bureau de la TES ou dans un autre local. Oui, je comprends. Mais à la base, toutes les interventions devraient se passer dans la classe parce que c'est le milieu sécure de l'enfant. Okay. Puis, après ça, c'est à l'adulte d'aller rechercher l'enfant. Parce qu'il faut comprendre qu'un enfant, après sa tempête émotionnelle, va souvent avoir des regrets ou va avoir honte. Ouais. Il sait qu'il est dans le tort. Tu sais, Alfred, là, quand il a mal agi, notre côté, il sait, là, puis il va s'en vouloir. Puis tout ce que ça demande, si par exemple un enfant est retiré de sa classe, le fait de rentrer dans sa classe, les regards des autres élèves sur lui, puis il y en a qui vont dire, c'est juste ça qu'il mérite. Ben non, cet enfant-là, c'est pas ça qu'il mérite. Là. Il mérite de se faire accueillir de façon bienveillante par Tu parles souvent de bienveillance, là. Oui. Ça m'amène, on en a souvent parlé aussi, mais de la violence éducative ordinaire. Oui. C'est quoi ce type d'intervention-là? Bien, c'est pas une intervention. En fait, c'est un type de... C'est que la violence éducative ordinaire, Catherine Guéguen en parle notamment,
On dit, bon, la violence, il y a plusieurs types de violence, bon, psychologique, verbale, physique. On dit, après ça, violence éducative. Le éducatif, c'est parce que ça se passe autant dans nos milieux scolaires que familiaux. Mm-hmm. Puis, on dit ordinaire parce qu'on vient à la banaliser, du sens que c'est tellement quotidien qu'on s'en rend plus compte que ça existe. Un exemple? Du genre les humiliations. On peut venir à humilier un élève, dire « t'es bien pas bon, là. C'est pas fort ce que t'as fait. » Mais continuellement, il faut savoir que la violence éducative ordinaire aussi, c'est quelque chose qui est fréquent. Mais tous les adultes en ont déjà fait. On dit, certaines statistiques, qu'on parle de 85 à 95 % des adultes dans le monde pratiquent la violence éducative ordinaire. Oui, j'ai déjà tiré les oreilles d'Alfred, moi. Ben oui, puis... Parce qu'il tirait les oreilles de chien. Oui, c'est ça, c'est de la violence éducative. Puis là, puis moi aussi, je vais en donner des exemples. Là. En fait, c'est juste prendre conscience que cette violence-là existe, puis c'est d'essayer de faire différemment. Donc, le but, c'est pas de se juger, de dire qu'on est des pas bons parents ou des pas bons professionnels en éducation, mais c'est d'en avoir conscience de « Hey, comment je peux intervenir la prochaine fois à la place? » Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé... Puis je vais le nommer, là. Puis ça, c'est quelque chose qui me demande beaucoup de courage parce que c'est quelque chose que j'ai fait en début de carrière, quand j'étais démunie. J'avais un élève qui avait décidé qu'il garochait tout au sol. Puis j'avais pris son bureau, puis j'avais renversé. Le contenu, en fait, du bureau, là, c'était des bacs. Puis je lui avais dit, ben c'est ça, t'aimes ça, garocher tes affaires? Ben parfait, je vais t'aider. Ben ça, c'est de la violence éducative, là. Tu sais, maintenant, j'en parle, puis je suis capable d'en parler sans pleurer. Parce que quand j'ai pris conscience de la violence éducative, bien, c'est sûr que ça m'a affectée. Puis est-ce que j'ai honte de cette intervention-là? Assurément. Est-ce que je vais refaire ça dans ma vie? Aucunement. C'est inapproprié. Il y a ça, mettons, un élève là, qui vide son pupitre là, maintenant, là, que tu as ce recul-là. Tu fais quoi comme intervention? Bien, en fait, ça dépend tellement du contexte, puis il y a tellement de facteurs à prendre en considération. Là. C'est pour ça que j'ai tendance à utiliser notre créativité comme intervenant, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Tout dépend de l'enfant qu'on a. Mais tu sais, cet enfant-là, si c'était à refaire, il est en tempête émotionnelle. Puis j'aurais dû le laisser juste garrocher ses affaires au sol. Il faisait pas de mal à personne. Il faisait juste lancer ses choses au sol. Est-ce que cet élève-là aurait fini par ramasser ses choses? Oui. Après sa tempête émotionnelle, fort probablement que ça aurait été notamment dans les gestes de réparation, de dire hey, on va ramasser les choses. Mais en contexte de tempête émotionnelle, c'est un enfant aussi... j'aime beaucoup, tu sais, à la maîtrise, on l'a vu, diviser l'âge par 2 puis par 3 de l'élève pour nous donner un peu... Sa maturité au niveau de nos interventions. Comment qu'on pourrait agir, tu sais, avec cet enfant-là. Donc, j'aurais dû le laisser faire. Il est en tempête émotionnelle. Il blessait personne. S'il avait blessé quelqu'un ou quoi que ce soit, je serais intervenue d'une autre façon. Mais là, c'était vraiment dans une optique de « t'es déçu de quelque chose » puis s'est mis à lancer ses choses au sol. Il n'était pas fier de lui. Je comprends. Mais il n'y avait pas la maturité de l'exprimer de la bonne façon. Mais tu viens de dire un mot que je trouve intéressant puis que je connais parce que tu m'en as parlé beaucoup, mais tu parles de gestes de réparation. J'aimerais que tu me donnes la différence entre une punition puis un geste de réparation. Dans leur efficacité, dans ta façon de voir, dans ta gestion de classe. Bien, tu sais, une punition, c'est très, très négatif. Puis on vient vraiment, je trouve, à vouloir briser le comportement d'une certaine façon. Être puni pour quelque chose qui l'enfant a fait avec souvent impulsivité ou dû à son immaturité également. Tu sais, un élève... je donne un exemple, mais mettons, on va décider des fois de dire un mot ou quoi que ce soit, c'est sorti, ça a été plus fort que lui. Bien, après coup, là, l'enfant, là, il pensait pas, là, c'est que quand on est en tempête émotionnelle, l'enfant n'a pas accès à ses pensées, à ses réflexions. Fait qu'il va agir avec impulsivité puis va dire des choses, des fois, qui n'ont pas de sens. Mais au fond, lui, c'est pas ça qu'il pense. C'est dans sa tempête émotionnelle, c'est plus fort que lui. Fait que, tu sais, des fois, je pense que c'est important de mettre en perspective. Puis la punition, ben, ne réglera pas le problème, va juste l'amplifier. Puis va créer des frustrations chez l'enfant. Je trouve que les gestes de réparation, une fois que l'enfant est apaisé, c'est d'être en mode solution. On est en recherche de solution. Hey, c'est passé telle chose. Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment maintenant? Tu sais, je pense des fois à nos enfants, mais tu sais, je me rappelle, Alfred avait déjà, avec Agnès, il avait parlé d'une façon inappropriée, puis l'avait traité de nom, là. Bon, dans ses mots à lui.
Mais tu sais, on avait réfléchi si ça pourrait être quoi la conséquence logique. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, justement? Ouais. Parce que des fois, c'est beau là, quand on est on est apaisé de s'excuser, mais à un moment donné, quand ça fait 3-4 fois que cette situation-là se produit, ben Non, exact. selon moi, il faut agir autrement. Puis, je me rappelle, avec Alfred, on avait fabriqué une je l'avais accompagné, je ne l'avais pas fabriqué avec lui, mais je l'avais accompagné, une affiche pour justement son cheerleading. Puis on est arrivé avec une affiche pour encourager Agnès, pour lui montrer que, bon, on tenait à elle. Fait que des fois, c'est ça, c'est de faire preuve de créativité, puis d'être en recherche de solutions. Puis moi, avec mes grands, notamment en 6e année, des fois, quand il va se passer une situation, je vais dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire différemment maintenant? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement? Mais ça t'arrive quand même de sortir des élèves de ta classe? Ça m'arrive, là, très rarement, très, très rarement, là, honnêtement. Là. Quand on va en venir à sortir un élève, c'est parce qu'il y a vraiment un inconfort, qu'on n'est pas bien, ou en situation très violente. Il m'est déjà arrivé par le passé qu'un élève va se mettre vraiment à tout lancer au sol. Donc, pour la sécurité des autres élèves, en fait, le groupe va sortir pour que l'élève... Tu vas faire sortir le groupe? Oui. Étant donné que c'est l'élève, c'est impossible de le faire sortir, là, du sens qu'avec sa tempête émotionnelle. Des fois, certains élèves sont capables de connecter, si tu veux, avec leur cerveau pour se dire, OK, je vais aller ailleurs. Mais moi, quand on sort de la classe, je le vois pas. Moi, en fait, avec mes élèves, c'est beaucoup de travailler au courant de l'année, mais c'est pas une conséquence. T'en as besoin. Fait qu'encore une fois, t'es comme dans la souffrance. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Oui, puis des fois, j'ai un élève, je veux dire, là, en ce moment, je vois que tu bardasses un peu à ton bureau. Mm-hmm. Je pense que tu te sens pas bien. Je te suggère, nous, on a des cubicules ici. Ouais. Je te suggère d'aller t'apaiser dans le cubicule. Est-ce que je me trompe? Parce que, tu sais, depuis le début que je t'écoute, puis évidemment, je connais beaucoup de choses puisqu'on en a vécu, on en a parlé avec nos enfants, avec des élèves. Mais quand tu parles de saine fermeté, j'ai l'impression que quand tu agis en saine fermeté, toujours avec l'écoute du besoin de l'enfant, j'ai l'impression que je te sens toujours en contrôle. Bien, c'est ce qu'on va appeler, là, dans la théorie, un adulte alpha. Parce que moi, des fois, ce que j'essaie le plus en tant que papa, c'est là, je suis en intervention, puis pendant que je fais l'intervention, je suis comme, là, mon intervention, c'est de la chenoute. Là, ça marche pas. Puis là, faut pas que je crie. Ah, j'ai encore crié. Ah. Puis c'est ce qui me fâchait le plus, d'avoir perdu le contrôle. Puis je pense qu'il y a des gens qui font... Hey, moi, j'ai des élèves avec qui c'est difficile. Puis là, à un moment donné, je sais plus quoi faire. Puis je perds moi-même mes repères. Fait que quand toi, tu perds tes repères, comment tu veux aider le jeune qui est devant toi? Fait que toi, tu as l'impression que... Bon, vas-y avec l'adulte alpha, en fait. Bien, l'adulte alpha prend en charge. Mais l'adulte alpha peut perdre patience aussi. Du sens que moi, quand tu dis, des fois, là, on se sent là, démuni ou là, mon Dieu, on sent que la perte de contrôle est proche, moi, je vais me retirer. Des fois, je vais dire à un élève, des fois en grand groupe ou quoi que ce soit, « Hey, Madame Catherine, là, elle va prendre des bonnes respirations en ce moment. Là, parce que là, c'est trop. J'ai besoin d'une pause. » Puis en même temps, c'est modéliser un peu les possibilités. Donc, si un élève, à un moment donné, vit la même chose que moi, ben, va être amené à reproduire ça aussi. Donc, on est des modèles pour les enfants. Puis des fois, c'est de leur dire, bon, là, avant de pogner un air, là, on va prendre une petite pause. Puis il y a une année, ça m'est déjà arrivé, je suis allée respirer dans le corridor. OK. Puis là, je suis revenue. Puis là, les élèves, ça parlait pas. Je leur disais, voyez-vous, je fais ça, c'est un moyen. Hein, comme adulte, quand on sait qu'on va perdre le contrôle, puis qu'on veut pas que nos mots dépassent notre pensée. Je sais pas si c'est ça l'expression, tu sais que j'ai mélange tout le temps. Oui, ça va. Ça va. Ben, je leur dis, bon, ben là, Madame Catherine, c'est ce qu'elle a fait. Alors, tu peux prendre exemple si jamais tu as à vivre ça. Ça peut être une solution. Puis si un élève te le demande. Puis me le demande aussi, oui, ça, je vais accepter. Je vais dire, parfait, je suis heureuse que tu utilises tes moyens. On va renforcer ce genre de comportement-là en disant, ben oui, tu fais la bonne chose, tu sais. Puis le fait de justement être capable de mettre en perspective puis de dire, hey, là, ça brasse à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Parfait. Fait que, tu sais, tantôt on parlait de faire preuve d'humilité, d'être capable de dire, hey, là, mon intervention est inappropriée. Je pense que c'est important. Puis c'est important également de reconnaître que l'élève c'est la bonne chose à faire, là. As-tu l'impression que des fois, parce qu'on veut être ferme, on est trop ferme parce qu'on veut pas avoir de l'air faible non plus? Tu comprends? C'est pas le bon mot, faible, là? Bien, en début de carrière, tu sais, des fois, je me rappelle, on recherche un peu le contrôle, hein? Puis la façon d'avoir le contrôle, c'est d'être autoritaire. Ouais. Puis là, c'est de couper, puis là, de mettre vraiment des limites, puis de dire, on va faire ça, ça, ça. Puis des fois, il y a comme l'inverse aussi. Tu dis, là, je vais être amie avec
avec les élèves. Tu sais, je vais leur montrer que je suis cool. Tu sais. C'est dur de trouver l'équilibre entre les deux. Tu sais. Puis je pense que ça vient avec l'expérience tu sais, de peu à peu d'avoir ses couleurs comme intervenant, puis de croire en soi. Tu dois dire, OK, bon, mais il y a des affaires qui vont fonctionner avec un type d'élève. Oui. Puis après ça, ben avec un autre élève, ça ne fonctionnera pas non plus. On a un métier exigeant. On a un métier avec des mini-humains. Hein, à chaque fois, sont là. Puis chaque jour est différent. Là, puis on a composé avec tout ça. Mais tu sais, je reviens au lien. Le fait de prendre le temps de comprendre les élèves, hein, de développer une relation avec eux, puis aussi c'est ça, de leur poser des questions de curiosité, de s'intéresser à eux. Bien, je trouve que ça fait toute la différence auprès des élèves. Là. Puis on fait quoi, mettons, parce qu'il y a sûrement des enseignantes puis des enseignants qui nous écoutent puis qui font hey, « Moi, j'en ai un dans ma classe, j'en ai une. » Peu importe ce que je fais, ça marche pas. J'y pose des questions, j'essaie de m'intéresser. J'ai des projets que je sais en lien avec ses intérêts. Ça fait des mois que j'essaie de créer un lien. Il est agressif, il est méprisant, il est irrespectueux. Je suis dans la saine fermeté. Ça marche pas, nous deux. Tu ferais quoi? Bien, je pense que la première chose, c'est de ne pas le prendre personnel. De se dire, hey, Ah, mais c'est tellement dur. Oui, c'est dur, mais il ne faut pas le prendre personnel. Tu sais, j'ai appris à me détacher de ça. OK. En disant, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas la différence chez ces élèves-là, mais on la fait quand même, la différence, tu sais, en étant là chaque matin pour cet élève-là. Puis des fois, moi, c'est ce que je vais... Des fois, je vais dire, ah, c'est ce que tes élèves, c'est ce qu'elles disent, mais dans ton cœur, je sais que c'est pas ça que tu penses. Mm-hmm. Fait que des fois, ce genre de phrases-là peuvent faire une différence avec l'élève parce qu'ils vont être un peu déstabilisés. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'y vais vraiment comme ça. Je prends pas personnel ce qui est dit. Puis, des fois, je vais dire, ah, tu souffres vraiment en ce moment. Ou, ah, c'est difficile hein, pour toi ce que tu vis. Parce que je donnais souvent l'exemple, mais tu sais, il y a des enfants que tu m'as un peu jasé. Tu fais, hey, à la maison, ça bardasse. Les parents se séparent. Il n'y a aucune idée où ce qui va aller. Il y a des parents qui se crient après. Fait qu'il n'y a pas un milieu sécurisant. Ces deux figures d'attache sont en train de se décomposer. Ouais. Ça se manque de respect, ça a de l'agressivité. Fait qu'elle dit, moi, quand il arrive dans ma classe, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Non. Fait que tu sais, quand on disait de ne pas le prendre personnel, là, puis parce que je dis ça aussi, mais parce que je l'entends souvent de la part des enseignantes et des enseignants, faut pas oublier que pour beaucoup d'élèves, la classe reste un des milieux les plus sécurisants auxquels ils ont accès. Là. Puis moi, c'est drôle parce qu'avec ce genre d'élèves-là, quand on sait qu'on a une cohorte qui a de plus grands besoins, bien moi, ce que j'aime faire, c'est tu mets un tape à l'entrée de ta classe. Puis des fois, on peut marquer zone de sécurité. Puis c'est de le mimer avec les élèves en disant, OK, bien quand tu vas franchir hein, ce tape-là, tu es en sécurité dans ma classe. Okay. Tout va bien aller, je suis là pour toi. Mais juste le fait de faire le geste, puis là, tu vas dire, ben là, c'est bébé lala. Oui. Mais tu sais, même avec des 6e années, l'impact qui est là. C'est-à-dire, hey, l'adulte qui est devant toi te prend en charge. C'est ma responsabilité de t'accompagner puis d'être là pour toi. Puis tu sais, on ne fera pas de miracle. J'en vis quotidiennement là, des élèves qui ont des comportements des fois plus difficiles ou qui se réveillent un matin. Je pense à un élève un matin qui est déjà arrivé puis qui était fâché. Mais moi, j'ai un long corridor. Fait que je les enligne chaque matin pour un accueil, oui, mais pour savoir qui est plus fragile. Oui. Puis il y a un élève... C'est un premier scan. Oui, exactement, une première lecture. Puis c'est drôle, cet élève-là était fâché. Puis là, je me dis, OK, bon, ben, j'ai 5 minutes pour dédramatiser tout ça parce que sinon, toute la matinée va être extrêmement difficile. Puis avec l'élève, tu sais, tout de suite, hey, c'est difficile pour toi ce matin. Puis le grognant, pour finalement constater que cet élève-là finit par le dire qu'il était déçu d'être à l'école. Parce que lui, la veille, il s'était fait dire que ça allait être une tempête. Ah oui! Ouais, je t'en avais parlé. Il était prêt à son congé. Il était prêt à son congé. Puis juste le fait d'accueillir, dire hey, t'as raison, moi aussi, je serais restée à la maison, j'aurais fait des Legos, peut-être écouter un peu de la télévision. Bien, juste le fait de se mettre dans sa peau. Tu sais, tantôt, on parlait d'empathie. Je te vois, je t'entends, je te vois, je t'entends. OK, mais Madame Catherine avait essayé là, de te rendre la journée là, vraiment haute, malgré tout. Mais je comprends que tu puisses être déçu. Là. Moi aussi, j'en aurais fait des Legos. Là. Ah oui, hein? Puis juste ça, je trouve que ça amène une... Tu sais, on parlait de créativité dans les interventions, ça peut faire une différence, ce regard-là, puis d'arrêter de le prendre personnel. Mais tu sais, si je m'étais fâchée, bon, t'es encore bougon, bon, tu bougonnes encore, ah ouais, dans la classe, bien, c'est sûr que l'approche, c'est pas le même. Moi, des fois, c'est mon problème. Tu
sais, mettons, ça arrive que les enfants bougonnent. Je suis comme, non, là, on est de bonne humeur. Puis là, je suis comme, Toi, t'es de bonne humeur. Je suis pas à l'écoute. Ouais, je veux juste que tu sois de bonne humeur. Parce que si tu souris dans ma tête, il n'y a plus de problème, puis on passe à d'autres choses. Là. Mais c'est tough des fois. Puis est-ce que tu trouves, puis je pense que je connais la réponse, mais que vous êtes assez formé pour la gestion de classe? Non. Je pense qu'au bac, en ce moment, il y a juste un cours. En tout cas, moi, de mon côté, c'était ça. Puis c'est un cours que j'ai vu avec Mariette Gervais, qui, ma foi, je trouve incroyable, qui, elle, a écrit le livre, notamment « Ses enfants trop chambardés dans le cœur » avec Sophie Berthollet, qu'on a eu comme invitée. Puis non, c'est pas assez. Tu sais, du sens que, des fois, je vais donner de la formation à des stagiaires, là, puis ils nous me le disent, là. Hey, non, on aurait aimé ça, nous, avoir un... Parce que, bon, je vais donner par rapport à la gestion des comportements difficiles. On aimerait ça avoir ce regard-là. Tu sais, je comprends que c'est essentiel de se préparer pour la didactique des différentes matières. Tu sais, je le comprends totalement. Mais la gestion de classe, elle est essentielle. Puis là, oui, là, aujourd'hui, on parle de la gestion des comportements, mais la gestion de classe, ça va au-delà de ça. On a l'organisation de la classe, on a la gestion du temps également. Mm-hmm. Et comme vraiment beaucoup de facteurs, tu sais, la gestion des apprentissages, on en a beaucoup sur nos épaules. C'est sûr que ça vient avec une certaine expérience aussi, le fait d'être en stage, bon, le fait de faire du terrain, de la suppléance. D'avoir tes limites, de développer tes techniques. Oui, exactement, mais je crois que ça manque cruellement au bac. Puis après ça, ben moi, ce qui m'a aidé notamment, c'est par après, quand j'ai poursuivi ma formation au deuxième cycle. Mais tu sais, c'est pas tous les enseignants-enseignantes qui veulent poursuivre leur formation. Puis je peux comprendre, il n'y a pas de jugement là. À un moment donné, on se disait, moi, mon bac, c'est suffisant, puis c'est bien parfait. Mais là, qu'est-ce qu'on peut... de temps. On manque de temps, exactement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire différemment dans la formation initiale pour outiller nos bébés profs? Je pense que c'est vraiment essentiel. Puis c'est faux de croire que tout va se passer en stage, qu'ils vont avoir suffisamment d'expérience pour dire ils vont être capables de gérer tout ça. Je pense qu'on devrait revoir le cursus, notamment du bac, pour offrir de la formation sur la gestion de classe, de pousser aussi davantage, étant donné que ça couvre vraiment large. J'ai une question qui est un peu difficile parce qu'elle est très, très large, là, justement, mais qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix dans une classe quand tu vas avoir une bonne gestion des comportements difficiles? Bien, la première chose, comme j'ai dit tantôt, de le prendre personnel. Tu sais, vraiment, ça, c'est à éviter parce que le fait de le prendre personnel, bien là, ça va faire que l'aspect émotif va embarquer. Puis là, ben, on va agir, mon Dieu, en ayant ça en tête, puis ça va teinter nos interventions après. Fait que ça, je pense que c'est important de se détacher de tout ça, de dire, hey, l'élève, OK, il y a une souffrance, il y a un malaise, il y a un mal-être, il faut que j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est pas... On a l'impression que c'est dirigé vers nous, mais là, clairement que c'est un cri du cœur. Là. C'est pas vrai qu'ils nous cherchent. Bien, en fait, ils cherchent notre attention pour être capable... pour régler, tantôt on parlait je te donnais l'image d'une noyade de l'enfant, il est submergé par tout ça. Là, donc, c'est à l'adulte de lui tendre la main, d'aller vraiment le chercher là, pour pouvoir l'accompagner, y offrir un accompagnement sécure. Puis, tu sais, c'est ça, je pense que c'est vraiment de tenter de comprendre l'enfant. Puis les pièges, c'est ça, c'est de ne pas le prendre personnel, puis de se laisser du temps aussi. Le droit à l'erreur. Le temps, le droit à l'erreur. Puis quand on parle de temps, c'est de dire, hey, je suis pas obligée de réagir sur le moment. Je peux prendre le temps de réfléchir aussi. Tu sais, mettons, je résume. Tu crées un lien avec tes élèves. Tu les vois, non pas des élèves à problème, mais des élèves en souffrance. Tu es toujours en train de te demander comment je peux les aider dans la bienveillance. Oui, exactement. Ça, c'est ta façon maintenant que tu abordes ta classe, tu abordes tes élèves. Oui. Mais dans le day-to-day, dans la pratique, c'est quoi les impacts dans ton enseignement, dans le groupe, dans les notes, dans ton plaisir, dans le reste de ta vie scolaire? Et là, ben écoute, j'ai beaucoup de plaisir à enseigner. Il y a eu des années, là, je ne vous cacherai pas, là, que, des fois, tu te dis, mon Dieu, j'ai recadré souvent les comportements. Puis que j'ai eu à réfléchir beaucoup, puis que ça m'épuisait énormément malgré ma saine fermeté. Mais c'était une cohorte, quand tu venais à questionner, bien, c'était une cohorte qui avait eu plusieurs suppléants dans les années passées à cause d'arrêt de maladie. Manque de stabilité. Manque de stabilité. Puis on n'est pas en... Tu sais, je ne juge pas mes collègues qui étaient absentes, Colin. Tu sais, quand tu es en arrêt de travail, tu es en arrêt de travail. Oui, puis l'important, c'est de prendre soin de soi et de s'écouter. Bien, puis j'ajouterais aussi de prendre soin de soi avant de... En fait, avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Parce qu'une fois que notre soi va bien, bien là, on peut s'occuper des autres. Donc, c'est pas un reproche envers mes autres
collègues du tout, mais on s'est rendu compte qu'il y avait eu des manques. Tu sais, quand il y a eu 6 suppléants dans une classe, tu sais, petit cœur, je comprends. Mais on là, parlait de la routine, on parlait des règles. exactement, l'instabilité. Fait que, tu sais, c'est ce regard-là qui est différent aussi. Tu sais, puis d'essayer de se questionner, qu'est-ce qui s'est passé avant? Puis, tu sais, dans mon quotidien, c'est ça, c'est de... Là, on a l'impression que je suis toujours en réflexion là, quotidiennement, mais c'est que dans ma pratique, quand je vais enseigner puis quand je vais voir un élève plus fragile, c'est tout dans mes routines. Tu sais, le matin, par exemple, moi, c'est des routines qui sont plutôt calmes. Tu prends le temps de t'asseoir à ta place, une routine qui est affichée au tableau. Ouais. Bien, moi, ça me permet d'être en prévention, de dire, OK, y a-t-il un élève plus fragile, d'aller le voir. Ou des fois, juste aller flatter dans le dos. Puis, tu sais, je suis avec des grands bébés de 6e, là, mais flatter, hey, je suis là pour toi, hey, je suis contente de te voir. Là, c'est là qu'on va faire des dépôts avec les élèves que j'appelle pour m'assurer que tout est sous contrôle puis créer un sentiment de bien-être dans la classe. Puis cette prévention-là va permettre de diminuer les comportements. Puis si j'ai un élève qui est plus fragile, bien, des fois, je vais juste dire, hey, je suis là pour toi. Je suis déjà prête. Fait que tu es plus dans le lien que dans le contrôle. Oui, exactement, le lien. Puis dans les routines qui sont vraiment très claires également aussi, là, avec mes élèves. Là. Parce que c'est super beau comment tu parles, puis je trouve ça magnifique. Tu sais, moi, je l'ai vu, ton évolution aussi, puis ça t'a été mon évolution de papa. Mais il y a sûrement des gens qui nous écoutent, puis ils font « Bon, bravo, elle est bien bonne. Bravo. » Tu sais, puis même... Je suis pas toujours bonne. Non, je le sais, mais ça t'a pris combien de temps à arriver à ça? Bien là, j'aurais tendance à dire 14 ans, là, parce que j'ai commencé je suis sortie de l'université en 2011. Ça prend des années, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça prend des années, puis c'est parce qu'il faut pas se taper sur la tête. Puis des fois, moi, c'est que je me donnais des objectifs. Bon, là, c'est pas dans la performance, mais tu sais, des fois, là, tu sais que... tu sais, par exemple, à la passivité que je parlais tantôt, là, que moi, ça vient me chercher, là. Bien là, des fois, je me donnais, OK, bon, bien là, dans les prochaines semaines... Qu'est-ce que je peux faire de différemment quand j'ai ce comportement-là devant moi? Oui. C'est de réfléchir à sa pratique, de dire, OK, comment je peux faire ça différemment? Comment je peux la bonifier? Puis c'est pas tout le temps de se taper sa tête. Ça reste un ensemble, là. Tu sais, c'est pas de la cuisine, c'est pas parce que tu mets le four à 5 que la température va toujours être pareille. C'est normal, des fois, d'en échapper. Puis ça reste un métier d'humain, là. Oui, puis moi, je trouve que ce qui aide aussi, c'est l'équipe. On en parle souvent dans les balados, mais tu sais, mon équipe, nous, au 3e cycle, notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre à chaque semaine, souvent, le jeudi, vendredi, où est-ce qu'on décante ensemble, où est-ce qu'on jase, où est-ce que c'est une... déculpabiliser aussi? Oui, puis c'est une zone de sécurité, là, où est-ce qu'on peut se confier, où est-ce qu'on peut dire, hey, là, j'ai de la difficulté, ici, ça, mais tu sens cette entraide-là. Tu sais, quand ça va pas, on se soutient. Puis on est ouverte aussi à le dire quand il y a quelque chose qui, tu sais, dans les dernières années, il est arrivé des moments où est-ce que les élèves se disent, mon Dieu, on dirait qu'ils nous échappent toutes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a une cohésion qui se fait. OK, bon, on va mettre ça en place. OK, on va faire une rencontre, tout le monde ensemble, le 3e cycle. OK. Bien, le fait, justement, d'aller dans la même direction, puis d'avoir le même vocabulaire aussi, de parler le même langage, ça l'aide. Puis je sais que c'est pas toujours le cas dans certains milieux. C'est pas facile. Mais tu sais, moi, je veux te le dire, Catherine, tu sais, pour vrai, t'as été patiente avec moi parce qu'il y a bien des affaires que j'étais pas d'accord avec toi par rapport aux enfants. Je t'ai souvent reproché de manquer de fermeté aussi. On a beaucoup échangé des fois. Pendant qu'on intervenait avec les enfants, on chicanait parce qu'on n'était pas d'accord sur la façon d'intervenir. On a l'air de chicaner beaucoup, mais c'était pas le cas. Non, mais moi, autant que j'étais dans le doute, j'ai fini par me rallier pour la simple et bonne raison que j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu que j'avais des plus beaux résultats avec mes enfants. J'ai vu qu'à un moment donné, ça criait moins dans la maison. J'ai vu qu'à un moment donné, quand il y avait de quoi qui se passait pas bien, les enfants venaient dans nos bras. Fait que j'ai vu l'efficacité. Fait que je suis certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui font « Hey, moi, ça me parle. Hey, moi, j'ai envie de ça. J'ai peut-être pas le temps de suivre une formation. J'ai peut-être pas le temps d'aller dans un congrès ou de faire une maîtrise. Est-ce que tu as des livres? » Tu fais « Ben, ça, c'est une première étape. Ça, c'est un premier pas qui pourrait peut-être vous outiller un peu plus. » C'est sûr que moi, la psychoéducatrice Sarah Hamel, je l'aime vraiment d'amour. Là, je la trouve incroyable. Puis, elle a notamment 2 ouvrages. Un qui s'adresse 0-5 ans, l'autre plus d'âge primaire. Oui. Puis, je trouve vraiment qu'on est dans cette perspective-là de comprendre le comportement de l'enfant, de comprendre la nature, tu sais, pour mieux intervenir. Oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que notamment, je pense que c'est avec la plateforme audio de Radio-Canada, son livre est disponible gratuitement en
en écoute, en livre audio. Fait que ça s'écoute bien. Sinon, il y a les livres de Catherine Guéguen, Joël Monzé aussi, qui sont vraiment intéressants puis qui sont dans cette approche-là également. Puis je trouve que ça fait vraiment une différence. On est rendu à la fin où je te pose les questions, mais juste avant, je veux prendre le temps de saluer tous les gens qui s'occupent des cactus. Ah oui. Les spécialistes, les orthopédagogues, les travailleuses sociales, les intervenantes, ceux qui s'occupent aussi le midi service de garde. Ouais. Tu sais, on a des enfants qui vont bien, mais qui ont quand même leurs besoins. Puis de savoir que ces gens-là s'occupent de nos enfants avec amour, avec compréhension, qui prennent en charge ces petits cactus-là. On vous salue. Il y a plein de spécialistes qui s'occupent de ces enfants-là, orthopédagogues, orthophonistes. Un énorme merci parce que, tu sais, moi, quand j'ai fait Propre ma fierté, les premiers rassemblements, je voyais que les profs, ça leur manquait de se faire dire « ce que tu fais, c'est extraordinaire ». Puis des fois, les spécialistes, on les oublie. Les gens qui travaillent dans les écoles, on vous aime. Un énorme merci. Est-ce que tu es prêt pour le questionnaire? On l'a déjà fait en début avec toi. Fait que je vais vraiment t'orienter par rapport à l'intervention dans la bienveillance. D'accord. Okay? Les interventions positives. Oui, si tu avais à changer une seule chose, ça serait quoi? Bien, la violence dans certains milieux. La reconnaître? La reconnaître, oui, avoir des discussions courageuses. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Oui. C'est parce que on n'est pas parfait. Moi-même, j'ai nommé un exemple, puis des fois, ça va m'arriver aussi. Mais comme équipe école, qu'est-ce qu'on peut s'enligner? Des fois, c'est juste dans le choix de mots aussi. Par exemple, passer d'un code de vie à un mode de vie. Ah, bien déjà, la nuance ici. C'est plus dans un milieu de vie que dans un règlement. Que dans des règlements. Bien sûr qu'il va en avoir des limites, mais c'est tout ça, ce vocabulaire-là, cette évolution-là, pour que l'élève se sente chez lui. Qu'est-ce qui se passe présentement dans le milieu de l'éducation que tu fais ça, là, on est sur la bonne voie, il faut continuer, là? Bien, il y a plusieurs choses. Tous ceux qui voient les enfants, il y en a énormément, qui prennent soin, puis que tu sais que chaque matin arrive avec cœur. Ceux qui... tu sais, il y en a là, que j'entends parler, qui parlent des élèves, tu sais. Oui. C'est tellement beau, là. Parce que souvent, tu sais, moi, je le vois en tant que papa, ils vont venir nous en parler. Tu sais, moi, Madame Abir, tu sais, je l'aime beaucoup. Ou moi, j'ai fait ça en service de garde, regarde. Puis souvent, je comme, prends le temps de lui dire, parce que nous, on le reçoit, mais effectivement... Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé dans tes interventions qu'on t'apprenne en sortant de l'école? Que je peux pas être parfaite. Qu'il faut que je me donne le droit à l'erreur. Puis qu'il n'y a pas de recette magique. Que des fois, tu as beau dire je vais faire cette intervention-là avec cet élève-là, bien, ça veut pas dire que ça va marcher avec un autre élève. Ou des fois, arrive une autre cohorte avec d'autres besoins également. Puis, tu sais, je pense que ça m'amène... c'est drôle, cette question-là, mais des fois, c'est dans nos choix de groupe. Nous, on a fait le choix pédagogique de choisir nos groupes. Donc, on se fait présenter les groupes à la fin de l'année, pour la nouvelle année. Puis là, par exemple, on a 4 groupes de 6e année. Puis là, les profs de 5e nous parlent des différents groupes qui sont super bien équilibrés là, au niveau des outils technologiques, des difficultés comportementales, difficultés d'apprentissage. Bon, tout est tenu compte. Puis après ça, on choisit quel groupe correspond le mieux à nos besoins de prof également. Avec quel défi on est capable de composer. Oui, puis s'écouter, là. S'écouter parce que je pense que c'est faux de croire qu'on peut s'occuper de tous les élèves. Du sens qu'on va le faire si on n'a pas le choix, là. Assurément. Puis je vais me donner vraiment... Là. Mais des fois, arrive un certain type d'élèves ou des fois, c'est une famille avec qui on a tenté puis que finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça colle pas. On va-tu avoir ses frères et sœurs après ça, les 5 qui suivent? Il y a ça aussi, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité puis dire, OK, bien, avec qui je suis le plus... des fois, avec quel groupe je suis le plus à l'aise. Moi, je trouve ça intéressant, cette façon-là de faire. Puis c'est tout le temps des discussions bienveillantes de notre côté. Question difficile, tu arrives devant un groupe d'enseignantes et d'enseignants qui vont faire leur première année. Tu as une phrase à leur dire. Une phrase à leur dire? Une phrase à leur dire. Tabarouette, c'est difficile. Je me fais des questions plus difficiles. Oui, hein? Ouais. J'ai une phrase à leur dire. Oui. De trouver leur couleur. Oui. De ne pas vouloir nécessairement tout copier ce que l'autre fait. Tu sais, parce que des fois, j'ai mes stagiaires qui me disent « c'est parce que là, je veux vraiment être comme toi. » Non, sois toi. Oui, exact. Tu sais, moi, c'est correct que tu prennes des petites parcelles,
Mais au final, ce qui est le plus important, c'est que toi, tu sois authentique parce que chaque élève est différent, puis chaque élève va être touché par un prof différent pendant son parcours, que ce soit par le spécialiste en musique, que ce soit en anglais, en éduc, au secondaire, le prof de français. Si tout le monde se ressemblait, ça serait bien trop poche. Puis, quand tu vois tes collègues intervenir, mettons, est-ce que tu as déjà vu une intervention ou une façon de faire que tu as fait « Wow, ça, je trouve ça hot ». Ben moi, ma gang, on se tient. Je pense que c'est ça le plus beau, puis c'est ça qui m'émeut le plus au monde. C'est qu'on se croit. Tu sais, du sens que... Puis ça m'émeut là, d'en parler, là, vraiment, oui, là, avec mes élèves, pas avec mes élèves, mais avec mes collègues, parce que on est une gang vraiment incroyable. Puis... voyons, ça me touche donc même, mais c'est parce qu'il est arrivé des situations dans les dernières semaines. Puis cette cohésion-là, le fait de croire en soi, de dire « Hey, c'est passé telle chose, je te crois, puis j'embarque avec toi. » Puis c'est ça qu'on vit là, quotidiennement. Se sentir soutenu. De se sentir soutenu, peu importe ce qui se passe. Tu sais, il n'y a jamais de doute, il n'y a jamais de remise en question à savoir « Oh non, moi, je doute de ton intervention » ou « Oh non, je suis sûre que tu l'as provoqué » ou quoi que ce soit. Es-tu en train de dire que pour toi, c'est important d'avoir des collègues qui te disent « Je te vois, je t'entends, je te comprends » ? Moi, on dirait, hein? Mais oui, c'est ce que j'ai dans mon milieu. C'est important, mais Puis, oui. C'est vraiment une gang merveilleuse. Puis c'est ce qui a fait que ça a changé aussi, que ça a enlevé une lourdeur à la tâche. Le fait d'être accompagné, d'être soutenu, puis d'avoir la même vision également aussi. Parce que, tu sais, mes amis, collègues le voient, les élèves en souffrance. On parle le même langage, puis on a développé à travers tout ça des interventions qui vont dans le même sens également aussi. Ouais. Dernière question. Vas-y. Qu'est-ce qui te rend plus fier dans tes interventions? Bien, définitivement, je pense le lien avec mes élèves. Parce que, tu sais, nous, notre école est collée au secondaire. Ouais. Fait que là, voir mes grands bébés de secondaire 3 qui viennent me faire des câlins, là, puis « Hey, Madame Catherine, comment ça va? » Ou, tu sais, des fois, j'ai des rendez-vous sur l'heure du midi à clôture. Ah oui. C'est pour qu'on jase. Ou, tu sais, même, j'avais une élève qui, jusqu'en secondaire 5, me faisait des vocaux à chaque rentrée parce que, bon, on avait la plateforme Teams, là, qui était une plateforme pédagogique où est-ce que, bon, nous, les élèves, ont accès à pas à notre courriel, mais à notre messagerie. Oui. Puis à chaque rentrée scolaire, elle me faisait un vocal pour me dire Comment qu'elle ça se pensait à passe? moi. Ah. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, au-delà du lien avec les élèves, je parle du lien aussi avec les parents. Tu sais, des parents qui me réécrivent. Moi, je pense à une qui, à chaque fois, à la semaine des enseignants, m'écrit. Ça fait 4 ans, elle va m'écrire pour me dire à quel point j'ai été marquante. Fait que, tu sais, tout ça, c'est de la valorisation. Ça fait du bien, tu sais. Ben oui. On a l'impression qu'on est à la bonne place puis qu'on fait la différence dans le milieu de vie de l'enfant puis de la famille aussi. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui ont commencé à nous écouter en disant « J'espère que je vais avoir des trucs parce que j'ai un petit bonhomme ou une petite fille avec qui c'est pas facile. » Puis je pense que tu as normalisé plein d'affaires pour plein de gens qui fait « Hey, ça, j'ai fait de l'intervention, j'ai pas bien fait. Mais le lendemain, je suis arrivé pour faire mieux. OK, mais je vais prendre ce truc-là, ainsi de suite. » Puis je trouve ça beau de voir à quel point vous prenez soin de nos enfants avec leurs défis. Tu sais, on parle avec des enfants qui, des fois, qui ont en souffrance, mais tu sais, on parle d'enfants, des fois, qui sont plus agressifs ou qui sont dans des tempêtes émotionnelles. Mais merci de prendre soin des enfants qui sont anxieux, qui manquent de confiance, des fois qui sont pas sûrs, des fois qui prennent trop de place, des fois qui parlent trop, mais de comprendre que chaque enfant a ses propres défis, mais c'est extraordinaire de savoir que vous prenez soin de ces petits bouts de chou, puis des élèves plus vieux au secondaire, au cégep, en formation professionnelle, j'ai l'impression que ça s'applique à tout le monde. Oui. Tout à fait. C'était super touchant. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous, encore une fois, d'avoir aimé. En fait, j'espère que vous aimez le balado. On vous souhaite que vous le partagiez le plus souvent à plein de profs. Je vous rappelle encore une fois l'adresse courriel, si jamais vous voulez nous écrire n'importe quel commentaire, c'est profmafierté@fse.lacsq.org. Puis, merci pour les petits miracles que vous faites en classe. Bye Merci. tout le monde. Prof Ma Fierté, le balado, c'est une création de la FSE-CSQ.